Salut à tous et bienvenue pour l'OM au café. Ravi de vous retrouver les amis pour cette émission. Je m'appelle Romain Canuti, je salue Badak, je salue Touillou, je salue Phoenix, un grand habitué, Friteuse 84. Ça alors, Friteuse 84, on va de suite s'arrêter là-dessus. Il va falloir m'expliquer ce pseudo. Voilà, Friteuse, il va falloir vraiment me dire Friteuse 84, l'association 84, j'ai compris, enfin, c'est pas long, mais voilà, pourquoi Friteuse 84 c'est important, dans ma tête, je me dis, est-ce que c'est un mec, il a une friteuse depuis 1984, du coup, par fidélité, il se dit, tu sais quoi, voilà, elle dure depuis ce temps-là, elle me fait des bonnes frites, donc vas-y, on reste dessus, je sais pas, dites Pascal Francescoli, c'est du kiff. Non, il faut plus que ça, Friteuse 84. Je veux une vraie explication, c'est du kiff. Non, il faut savoir, quand tu as rentré ton pseudo, on t'a dit, vous voulez quoi comme pseudo? Voilà, pourquoi tu es allé là-dessus? Nico Amskas nous demande si c'est une ref pour Vaucluse. J'imagine, je suis un peu surexcité, mais tout va bien. Les amis, c'est l'OM au café. En même temps, il y a un peu de speed, c'est ce qu'on veut. Et j'ai vu Joël le steak, ça aussi, les gars. C'est pourquoi Joël le steak? Parce que tu es cuit d'un côté. Voilà, bon, explique-nous. Un invité ce matin. Oui, un invité ce matin. Les amis, il est là. Regardez, il va apparaître dans la petite fenêtre juste là. C'est Mathias Ribeiro qui est avec moi. Salut Mathias. Salut Romain, salut à tous. Mathias Ribeiro qui est journaliste, les amis, et il est capable d'écrire sur tous les sujets du football. Donc je ne veux pas le réduire à cette appellation-là, même si il faut reconnaître qu'il a un certain talent pour ce qu'on appelle le football tactique, les décryptages tactiques. Et bravo à lui pour ça. Notamment, il y a des décryptages très intéressants que vous avez. Si vous êtes abonné à l'équipe, vous avez des longs formats de décryptage tactique en articles sur l'équipe. Et pas mal de fois, on voit la patte, la signature de Mathias derrière ces articles qui décryptent, vous savez, image après image, en expliquant le mouvement de tel joueur ou pas. Ils doivent jongler avec les droits. Donc, on stoppe. C'est un peu comme nos camarades de la minute tactique qu'on salue, Bilal notamment. Et effectivement, c'est toujours très intéressant à suivre, à décrypter, notamment, je trouve, pour les adversaires de l'Olympique de Marseille. Mathias, bienvenue. Merci beaucoup. Supporter de l'Olympique de Marseille par ailleurs, enfin, dans le... Ah oui. Dans la limite du on reste objectif quand on analyse d'autres équipes, mais voilà, je connais ça, il n'y a pas de souci, je sais que c'est tout à fait possible. Tu travailles aussi, c'est pour ça que je disais un peu spécialiste tactique et autres, et ça peut être intéressant. Vous allez avoir peut-être beaucoup de questions à ce niveau-là. Tu bosses aussi pour Opta. Donc, je bosse aussi pour Opta depuis 6 mois, en gros un peu plus. Qui est un métier totalement différent, hein, qui complète dans un sens ce qu'on fait à l'équipe sur le côté décryptage, mais qui est une facette un peu différente du métier. Et ouais, on en parlera avec plaisir parce que c'est vrai que c'est assez intéressant. Ouais, bah, à fond, parce que Opta, on suit tous, on a ces stats-là. C'est un peu un des organismes de référence, hein, pour tout ce qui est collecte de données d'un match de foot, notamment en ce qui concerne la Ligue 1, donc ce sera super intéressant. On salue Delphine, bien sûr, Delphine Talaron. On l'a totalement, bravo à toi pour ce pseudo. Un pseudo vieux comme le monde, ça d'ailleurs. Mais qui voilà, je trouve c'est super intéressant de savoir ce que tu fais pour Opta. Mathias, tu connais le principe de l'émission. Il y a plusieurs parties. La première, on pourrait se dire, on la consacre à l'invité, il nous explique le pourquoi, du comment. Non, ça c'est la deuxième. Parce que la priorité, c'est l'Olympique de Marseille. Et donc la priorité, c'est aussi l'actualité de l'OM. Et donc on prend les questions du chat. Et puis, je te propose d'y répondre avec moi, tout simplement. Tiens, il y a Franck Escoli qui nous dit bon alors, est-ce qu'on aligne Balerdi dimanche ou on le garde au chaud pour Lille? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'incertitude concernant Léo Balerdi? Est-ce que tu vois le coach l'aligner avec ce retour quand même express pour ce qui était une entorse au genou? Je vois le coach l'aligner s'il est 100%, je pense pas. Je pense qu'il, même s'il est un peu moins, il l'alignera quand même, puisqu'il a eu des déclats où il disait qu'il voulait absolument qu'il joue contre Brest. Mais en gros, s'il n'y a pas trop de risque de rechute et qu'il peut tenir 90 minutes à haute intensité, à haut niveau,
ouais, je pense qu'il l'alignera directement, surtout que au-delà du côté capitaine, le fait qu'il dicte le jeu, etc., il y a une énorme pénurie de défenseurs centrales, ça tout le monde le sait. Donc ouais, je pense que s'il répond aux exigences des entraînements, etc., oui, il l'alignera. Après, le fin mot de l'histoire, ce sera sa capacité physique et sa qualité physique durant les, je sais pas, 2-3 jours qui précèdent Brest. Oui, là, pour expliquer, là, il y a un programme qui est établi sur toute la semaine où on démarre. Ça arrive, c'est de protocole classique, hein, quand il y a un joueur blessé, on démarre, on s'entraîne tout seul, puis on reprend nos entraînements collectifs, mais en fait, c'est les exercices, puis progressivement les exercices sans contact, pour aller jusqu'à la fin de semaine où il va y avoir des petits jeux d'opposition ou autre pour voir si ça tient, pour pas être blessé, on va dire bêtement, par un coéquipier. Et quand je dis bêtement, c'est parce qu'il faut quand même s'entraîner avec de l'intensité, sinon ça ne sert à rien. Et de fait, voilà, si en mettant de l'intensité, il y a rechute, on ne va pas accuser un coéquipier. Voilà, il faut respecter, il ne faut pas tout tenter bêtement pour pouvoir le récupérer. Mais effectivement, et tu le disais, un défenseur Balerdi, par rapport à ce qu'on lui demande sur un match contre Brest, où il se peut que l'OM ait la possession, où il se peut que l'OM gère certaines phases, ça peut tout à fait le faire. Ouais, et puis même si on va un peu plus loin dans l'autre sens, Brest, normalement, il devrait jouer avec Ajorg devant, qui a un profil quand même un peu imposant et tout. On a vu que Kondogbia avait eu énormément de mal contre Mbolo à Monaco. Donc bon, alors ils sont pas. Mbolo est un peu plus puissant que Ajorg, même s'il est plus petit, mais c'est quand même des profils assez imposants qui peuvent faire mal physiquement. Et je pense que Balerdi, bon, il s'est perdu quelques fois quand même contre ce genre de profil, mais il a quand même, je pense, plus de réponses que Kondogbia pour répondre à ce genre d'opposition. Alors Cornelius est capable aussi de le faire, mais tu perds aussi forcément avec ballon et dans d'autres sphères du jeu, parce que Cornelius c'est pas un mauvais joueur, mais il est quand même bien plus limité que Balerdi. C'est terrible quand même. Alors, je veux pas cibler et je veux pas du tout le prendre en grippe, mais j'ai beaucoup aimé ta réflexion qui disait on a vu que Kondogbia a eu énormément de mal face à Mbolo, ce qui est vrai, mais Kondogbia, donc Mbolo qui est un profil puissant, mais Kondogbia a eu aussi énormément de mal face à Babika qui est un profil rapide. Donc, s'il vous plaît, les clubs de Ligue 1, si vous pourriez aligner un mec pas puissant, pas rapide, devant, ça nous arrange. Voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Est-ce que peut-être Grégory Thiel peut rechausser les crampons? Est-ce que voilà, non, c'est compliqué. Il nous reste plus grand monde là pour permettre à l'ami Geoffrey de passer un match tranquille. Ah, j'ai vu une question d'ailleurs, tiens, sur un défenseur. Scoblaz nous dit: est-ce qu'une arrivée éventuelle de Laporte cet été impliquerait nécessairement le départ de Balerdi selon toi? Moi je pense pas. Tu en penses quoi, toi? Bah, je suis d'accord. Je pense pas non plus, surtout que Laporte est gaucher. Bon, alors ça veut pas tout dire, hein, mais Deserbi a quand même dit qu'il voulait revenir à une défense à 4 l'année prochaine. Balerdi a joué aussi souvent axe gauche quand même, mais Balerdi axe droit, Laporte axe gauche, c'est pas choquant. Je pense plutôt que, en fait, nécessairement, derrière, c'est tellement faible quantitativement en termes de nombre de défenseurs que l'arrivée de Laporte ne nécessite pas forcément un départ d'un défenseur. Alors après, il y a une question salariale, etc. Mais d'un point de vue numérique, je suis pas sûr que ça t'oblige à sortir quelqu'un. Ouais, totalement, je suis d'accord. Et puis de toute façon, ça va être la capacité de recruter un super défenseur comme Laporte, par exemple, qui peut rassurer, entre guillemets, Balerdi, pour avoir vraiment ce passage à 4, donc avoir vraiment une charnière. Parce que je rappelle que Balerdi nous a donné énormément de satisfaction sur la dernière saison, avec quelques matchs avec Tudor. C'était à chaque fois dans des défenses à 3. Et si on se rappelle de Balerdi, avec Marcelinho par exemple au départ quand ça part à 4, ou bien auparavant avec Villas-Boas et puis Sampaoli sur la première saison là, quand il y avait des 4-1, 4-1, il était plutôt décevant. En fait, la capacité, c'est est-ce que Balerdi va être en capacité de switcher à être suffisamment bon pour jouer à 3 et être suffisamment bon pour jouer à 4. C'est une question qui se pose pour beaucoup de défenseurs. Hein. Ouais, clairement. Et puis là, pour Balerdi, en plus, ça va être intéressant
en termes de temporalité, puisque je suis d'accord avec toi, mais c'est aussi plus trop le même joueur depuis l'année dernière. Il a quand même passé un cap mental, technique, non, mais dans le sens, il a moins de déchets. Alors, il fait des choses qu'il était déjà capable de faire avant, mais il fait peut-être plus régulièrement, alors même s'il en a toujours, et je pense qu'honnêtement, il en aura toujours du déchet, parce que c'est en lui, mais il a quand même essayé, il a quand même gommé certains trucs, mais du coup, ça va être intéressant de le voir dans un cadre un peu moins familier, maintenant qu'il est le joueur un peu plus fini, quoi, un peu plus épanoui. Donc ça, c'est vrai que moi, j'ai hâte de le voir personnellement. J'ai un exemple à donner par rapport à ça pour expliquer avec un grand défenseur, enfin un ancien grand défenseur évidemment, c'est Raphaël Varane. Raphaël Varane, il a été formé, il a montré le bout de son nez à Lens, à chaque fois en tant que libéraux dans une défense à 3. Il y avait beaucoup de gens pour dire « Oh, regardez, c'est fort, ce minot, ce qu'il est capable de faire à même pas 18 ans. » Il y avait beaucoup qui disaient « Attendez, nous, on ne peut pas se prononcer. » Et notamment des recruteurs célèbres ou autres qui disaient « Attendez, nous, on ne peut pas se prononcer. Et on le voit que dans une défense à 3. Il va falloir du temps pour qu'il passe, pour qu'on voit vraiment ce qu'il a dans le ventre pour être aligné dans les 2 défenseurs centraux. » Transféré au Real Madrid, ça a mis un peu de temps, 1-2 saisons, avant qu'il commence à... Voilà, je pense que si on reprend la carrière de Varane au Real Madrid, c'est qu'à partir de la 3e saison qu'il est vraiment performant dans cette défense à 4. Alors vous allez me dire, c'est le Real Madrid. Évidemment que c'est pas n'importe qui peut être performant en défense là-bas, mais c'est pour dire, voilà, il y a un laps de temps, même pour un mec avec un potentiel extraordinaire, ce qui était le cas de Varane, ce passage-là, il est compliqué. Nous, à Marseille, on ne peut pas attendre 2 saisons. Balerdi, comme tu dis, c'est plus le même joueur. Il va falloir voir si on est prêt à prendre le risque ou pas. Ouais, et puis en plus, il y a ce qui est drôle à Marseille, c'est que t'as enfin, c'est un éternel débat, mais il y a une dissonance entre les joueurs qu'on peut avoir, entre guillemets, et le temps qu'on peut leur laisser. Parce qu'on est un club très impatient et et c'est ce qui fait la beauté du club. Hein. Mais par rapport aux joueurs qu'on peut avoir, du coup, c'est vrai que Balerdi, c'est ce symbole-là. C'est un joueur avec des qualités que tout le monde avait vu au début, mais c'est aussi un joueur à qui il fallait laisser du temps. Et ça, c'est peu de le dire. À Marseille, il y en a pas ou très peu, quoi. Il y a Roa Image qui nous dit « Que penses-tu de la piste Lukumi ?» Tu peux nous présenter le joueur. Donc Lukumi, c'est un défenseur, je crois, colombien, je ne veux pas dire de bêtises, qui joue à Bologne et qui est passé, moi je l'avais vu, je l'avais trouvé très impressionnant, il était passé par la Belgique. J'étais tombé une fois sur lui, je crois que c'était avec Genk. Et j'avais vu une bête physique, hein, sans surprise, un stopper comme ça nous manque, c'est-à-dire vraiment méchant. Et c'est vrai que par rapport à, voilà, en termes de vélocité, par rapport à ce dont on a pu se plaindre toute la saison face à Cornelius Kondogbia, je vais grossir le trait, tu as l'air de le connaître Mathias, donc tu vas me compléter. J'ai l'impression que, oui, on peut dire quelque part, ça peut être dans un registre Kondogbia-Cornelius, mais sauf que le domaine où il va être, où on va l'attendre, c'est-à-dire le duel, le côté physique, il va donner beaucoup plus satisfaction que Kondogbia et Cornelius. Lui, Mbolo, ça ne va pas lui poser de problème. Ouais, je pense, moi, surtout ce qui m'avait marqué, c'est que l'année dernière, sur le Bologne de Mota, j'avais pas mal bossé dessus, et en fait, c'est un défenseur hyper mobile qui peut s'intégrer au milieu, etc., qui a quand même pas trop froid aux yeux, et surtout qui est en fait, quand un entraîneur demande à un défenseur de s'intégrer au milieu, il choisit forcément le profil le plus à l'aise techniquement, le plus malin, etc. Et là, le fait que ce soit lui qui ait été choisi, ça veut dire quelque chose. Et je suis pas trop choqué que des Derzerbi soient intéressés par son profil, quoi, finalement. Parce que si Mota l'a élu un peu dans ce système-là, avec ce rôle-là, Mota qui joue à 4 aussi, dans une défense à 4, Derzerbi qui veut un défenseur solide au duel, comme tu l'as dit, mais aussi malin, intelligent en possession, capable d'être mobile, de bouger, d'apporter des supériorités numériques, etc. Ça peut être intéressant. Après, c'est toujours la même chose. Bologne, ils ont fait une très bonne saison l'année dernière. Ils en font presque une encore mieux cette saison. Mais Marseille, c'est encore autre chose, quoi. Donc à voir. À voir, est-ce que tu penses que financièrement, un club comme Bologne qui va probablement, on leur souhaite se qualifier à nouveau. Alors, on va voir si on leur souhaite ou on leur souhaite pas, mais probablement se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Donc, ça fera 2 campagnes d'affilée. Est-ce que tu penses qu'ils ont les moyens de dire non à l'OM ? Est-ce que tu penses que le salut peut venir du joueur qui a peut-être envie d'une exposition forcément plus importante à avancer ? Est-ce que tu penses qu'en Italie, ça devient un des défenseurs à suivre et qu'il va avoir de très gros clubs aussi sur sa trace ?
Sur les clubs à sa trace, j'avoue que je sais pas trop, je suis pas trop, mais je pense par contre que c'est sûr et certain que pour l'OM, s'il y a l'Inter ou la Juve, ça va être très compliqué de matcher parce que bah, lui, il resterait dans un championnat qui l'a révélé, il passerait le cap, etc. Et financièrement, il s'y retrouverait aussi. Après, Bologne, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je crois que c'est un club qui est détenu par une famille qui a pas mal d'argent, etc. Donc, je suis pas sûr qu'ils aient tant besoin d'argent que ça. Surtout, comme tu l'as dit, évidemment, avec les deux qualifications européennes. Maintenant, à voir le montant qu'ils s'en veulent aussi, puisque c'est un bon joueur qui est intéressant, mais qui a 2 saisons à Bologne. Alors, avec un profil atypique, donc ça, forcément, tu le payes. Mais est-ce que ça vaut 20 millions Je suis pas sûr, quoi. Ok, non, c'est intéressant à voir. Effectivement, tu as raison, Bologne s'est délesté de quelques joyaux de sa saison dernière, notamment Zirkzee, l'attaquant hollandais qu'ils ont vendu à Manchester United. Mais du coup, quand ils vendent, ils peuvent se permettre de dire, voilà, on vend, mais on vend très cher. Et ils ont acheté le Toulousain Dalinga, qui était intéressant l'an dernier en Ligue 1 et qui fait, ma foi, une belle saison d'adaptation. Voilà, il n'est pas tout le temps titulaire, mais il marque quand même quelques buts. Il montre qu'il est présent. On nous signale, tiens, dans le chat, que Ajorc est blessé. Oui, probablement. Les gars, vous avez raison. Ajorc devrait être blessé pour cette rencontre. Tant mieux. Et effectivement, c'est une bonne nouvelle parce que leur alternative, c'est comment il s'appelle, l'attaquant qui était passé par Reims et Angers, là, Sima. Ouais, ça va être, je pense, souvent Sima. Alors Sima a pu jouer sur le côté en Ligue des Champions, mais ça peut être Sima devant. Ouais. Baptiste Albin nous dit, pourquoi pas redescendre Rabiot si un de nos milieux est en galère et faire rentrer un joueur comme Ro? Ouais, c'est vrai que c'est une question qui vient souvent. Tiens, on va prendre cette question avant de passer à petite coupure pub. Mathias, tu en dis quoi, toi, quand tu vois De Zerbi qui dit « je ne peux pas modifier mon système jusqu'à la fin de saison, je reste là-dessus ». Ça te fait sourire? Tu comprends pourquoi il dit ça? Ce que je comprends, non, pour être 100% honnête. Je comprends évidemment qu'il a ses raisons et que par contre je crois totalement en ses raisons. C'est évidemment la personne la mieux placée pour décider de tout ça. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais moi, de mon prisme, avec les infos que j'ai, qui sont du coup très limitées, j'avoue que je me pose parfois des questions, pas forcément sur les résultats. Alors les résultats amènent forcément les questions, ça c'est naturel. Mais sur ce que peuvent montrer les joueurs, je trouve qu'en fait dans ce 3-4-2-1, il y a beaucoup de joueurs qui sont à contre-emploi ou en tout cas qui ne sont pas exploiter au maximum de leur capacité. Alors, maximum de leur capacité, tu penses à qui? Je pense notamment à Rabiot. Alors, c'est paradoxal parce qu'il marque beaucoup et il est énormément décisif, notamment depuis quelques matchs là. Enfin, ça fait quelques temps, mais depuis 2025, il est quand même pas mal décisif. Mais en fait, la question se pose, c'est est-ce que Rabiot, tu préfères qu'il mette 5 buts sur 4-5 matchs, ou même plus, en vrai, 10 matchs, parce qu'il ne mettra jamais 4 buts sur 4-5 matchs, ou qu'il joue à son poste de prédilection plus bas, et que du coup il ait un impact beaucoup plus large et que tu sois peut-être un peu plus solide, etc. C'est un grand. Moi, j'avoue que Rabiot, je sais pas trop me placer parce que force est de constater qu'il est hyper décisif, mais force est de constater aussi qu'à chaque fois qu'il se lance de plus bas, qu'il percute un peu dans le but qu'il met contre Montpellier, le 4e. Alors c'était une fin de match un peu ouverte et tout, mais dans l'idée c'est un peu ça. C'est plus grosse qualité, quoi. Et puis il y a aussi des joueurs comme Greenwood. Alors je veux bien que il le met à l'intérieur parce que il défend, enfin ça lui permet de moins défendre que s'il était sur le côté. Mais c'est quand même un peu réducteur, sachant qu'au début de saison, il a eu sa meilleure période sur le côté. Et puis il y a évidemment le cas Luis Enrique, qui, moi, je suis pas aussi dithyrambique que tout le monde. Je le trouve quand même beaucoup de qualité offensivement, mais défensivement, que ce soit sur la technique défensive ou sur l'implication tout court, il est parfois très limité. Alors il est aussi dans un rôle qui lui demande beaucoup. Donc parfois il peut être peut-être un peu dépassé physiquement, ça j'avoue, je sais pas trop. Mais je trouve que c'est pas toujours le plus évident ce 3-4-2-1. Après, mon avis personnel, c'est que je pense qu'il est persuadé qu'il peut pas jouer à 4 et du coup il reste là-dessus. Je pense que la modification se fait vraiment se fait derrière et sur le nombre de défenseurs à sa disposition. Tout à fait d'accord avec toi et notamment aussi il en a précisé plusieurs fois, quant à Merlin, on a pris pour son grade, mais sur aussi la capacité d'élimination des joueurs de côté, ce que lui demande dans une défense à 4. Pour lui, avant tout, il n'a pas un latéral gauche et un latéral droit au sens où il l'entend. Donc il fait jouer des mecs au poste de piston, mais il n'a pas vraiment ce qu'il veut, effectivement.
à ce poste-là. Je vous l'avais annoncé, je ne vous prends pas en traite les gars. Petite coupure pub. Et on reste ensemble pour ceux qui sont abonnés avec l'observation de Gigito17 qui nous dit perso AFM 2024. Ah, Mathias, quelle est ta carrière à AFM? Raconte-nous un peu ton background. J'imagine que tu es passé par ce jeu, on y est tous passés. Ah ouais, je suis évidemment orphelin du 2025 comme tout le monde cette année. J'ai fait mon plus grand exploit, je pense que c'est, je vais dire, envoyer le Red Star en demi-finale de Ligue des Champions, ça c'était pas mal quand même. Ah ouais? Ouais, pas mal. Après c'est sur plusieurs saisons évidemment, mais oui, ouais, oui. FM, j'ai pas mal poncé le truc depuis quelques années quand même, ouais, comme beaucoup de monde. Je crois que Romain Hering avait dirigé le Shakhtar Donetsk jusqu'en 2050 ou un truc comme ça. Ah oui. Il avait construit une statue. Voilà. Mais oui, effectivement, on ponce tous, on a tous poncé à un moment donné Football Manager, évidemment. Et Gigito nous dit, il y a Atto de l'Ajax, Diomandé et Ignacio du Sporting de très fort. Il parle en jeune défenseur. Effectivement, Atto, moi, c'est un joueur que j'avais découvert, enfin, j'avais commencé à m'intéresser à lui lors de la confrontation l'an dernier en Ligue Europa. L'OM contre l'Ajax, et j'ai vu ce jeune mec qui était capable de mettre à gauche, mais qui est déjà international, hein, qui est encore un peu fougueux, mais qui est capable, défenseur central, mais qui est capable de claquer une transversale de 70 mètres propre dans les pieds. Enfin, il a vraiment quelque chose. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'observer. Et Diomandé et Ignacio, alors Ignacio, ça fait un petit moment que c'est fort, effectivement. Défense à 3, hein, le Sporting. Et Diomandé, ouais, gros crack, mais je pense qu'il est déjà promis à la Première Ligue dès cet été. Ouais, Diomandé physiquement, pour le coup, c'est un monstre, et c'est vrai que moi aussi, c'est un joueur que j'aime bien. Après, pour répondre directement, avant de donner mon avis sur Atto, je pense malheureusement que c'est 3 joueurs qui sont inaccessibles financièrement. Ah oui. Tout simplement. Ça, c'est une évidence. Enfin, Diomandé, comme tu l'as dit, c'est sûr. Atto, c'est sûr. Et Ignacio, comme tu l'as dit, il est un peu plus vieux, sans être très vieux non plus, hein, très âgé non plus. Oui, ça doit être 22, 23. Hein, Ouais, c'est ça. Ça va être, je pense, un peu difficile. Ouais, mais pour Atto, je suis d'accord, c'est un joueur intéressant qui, en plus, même, je crois, a été capitaine à 18 ans, un truc comme ça. Ou 19 de l'Ajax, donc c'est un gros caractère. Bon, alors il l'avait déjà fait avec De Ligt et ils n'ont pas forcément peur de ça, mais ouais, c'est un joueur polyvalent, qui a beaucoup enfin mentalement, qui est déjà très prêt physiquement aussi. Donc non, c'est 3 joueurs intéressants, mais pour donner mon petit avis, moi j'avoue que j'ai une petite préférence pour Diomandé parmi les 3. Ouais, Diomandé, il y a vraiment un truc intéressant. Je trouve que c'est un des rares. Le départ d'Amorim a un peu changé, je trouve, la saison du Sporting, mais lui non. Lui, je trouve que derrière, après attention des fois avec ces défenseurs qui savent gagner des duels plus pour eux que pour l'équipe, et des fois nous, de ce qu'on en voit, ça semble spectaculaire, on se dit derrière, mais il faut voir l'impact dans son ensemble. Mais effectivement, il y a un très très gros potentiel chez Diomandé qu'on annonce déjà chez les très gros en Première Ligue. Hein. J'ai vu une bataille Manchester United, Manchester City, donc quand on est avec ces deux clubs aux trousses, généralement, ça finit à des montants très, très élevés. C'est fini pour la coupure pub, les amis. On passe à la deuxième partie.